Avec la sortie du tome 1 du manga Blue Box, chez les éditions Delcourt Tonkam, j'ai souhaité faire une rétrospective des mangas shonen dits de romance. J'ai remarqué que ces derniers étaient souvent comparés, référés ou plutôt étiquetés comme le digne successeur des mangas de Mitsuru Adachi parce qu'ils traitent de romance et de sport. Le parallèle me paraît un peu trop facile, néanmoins au cours de cette rétrospective, on verra qu'il y a une explication assez simple qui pourrait expliquer ce raccourci. Je vous embarque avec moi pour suivre l'évolution et les courants du manga shonen de romance paru en France, mais en s'intéressant à leur date de sortie au Japon afin de mieux suivre les tendances initiales. Alors évidemment, je ne connais pas tout et il est possible que certains mangas soient passés entre les mailles de mon filet. Tout comme je n'ai pas forcément tout lu. Mais cela devrait être suffisant pour vous proposer un tableau assez fidèle du paysage français du manga shonen de romance. Pour rappel, le mot shonen signifie jeune garçon. Pourtant, il est important de comprendre que ce n'est pas un genre, mais que cela désigne une cible éditoriale bien précise des magazines de prépublication au Japon auprès du jeune public masculin. Après, on peut comprendre qu'en France, ce mot soit vulgarisé par un abus de langage vu que nous n'avons pas ce lien avec ces magazines. Surtout venant d'une personne non initiée qui voit le shonen comme un genre codifié, véhiculant très souvent des valeurs telles que le dépassement de soi, l'amitié et la bravoure. Avant tout, je pense qu'il est important de clarifier le sens des termes assez récurrents dans le manga shonen que sont le fanservice et le ecchi, même si parfois la frontière est assez fine. Le manga ecchi est attribué au manga à connotation sexuelle, proche de l'érotisme, voire du hentai. Le manga fanservice est attribué au manga usant d'éléments coquins qui n'ont pas lieu d'être et souvent à ressort humoristique. Il me semble qu'il est nécessaire de rappeler pour les personnes qui ne savent pas encore que shoujo ne veut pas dire romance pour filles au même titre que le shonen. Le mot shoujo signifie jeune fille et cela désigne une cible éditoriale auprès du public féminin. Je le répète, les mangas shoujo ne se réduisent pas à des récits de romance pour filles. Ils abordent des thématiques plus vastes que la romance scolaire, comme la SF, l'horreur, la musique, le sport, l'historique, le fantasy et la tranche de vie, pour ne citer que ceux qui me passent par la tête. Il possède aussi ses propres codes graphiques qui ont d'ailleurs historiquement grandement influencé les mangaka de tous bords. Les grands yeux, les portraits en pied, les mises en page complexes et le texte flottant librement sont les bases du langage visuel propre au shoujo qu'on finira par retrouver aussi dans les shonen. Après, on va pas jouer aux puristes, la France n'a pas la même culture manga que le Japon et il n'est pas saugrenu que nous approprions cette culture en la vulgarisant. Il faut juste intégrer que la romance n'est pas l'apanage du shoujo manga. Et quelque part, c'est aussi l'essence de cette vidéo puisqu'elle va traiter exclusivement des mangas shonen de romance. D'après moi, il y a différents courants transgénérationnels. Tout d'abord, selon mes références, il y a l'empreinte de Mitsuru Adachi qui est incontournable lorsqu'il est question de manga de romance pour garçons, bien que ce dernier a également publié des séries dans un magazine de prépublication shoujo. Certainement qu'au Japon, d'autres œuvres se sont inscrites dans la catégorie du shonen de romance avant lui, mais me semble-t-il que ça reste Mitsuru Adachi qui a popularisé le genre. D'abord avec le manga Nine paru en 1978, un titre encore inédit chez nous qui mêlait déjà la romance et le sport à travers le baseball. Mais c'est vraiment en 1980 que Mitsuru Adachi marquera de son empreinte le genre avec deux de ses mangas qu'il dessinera en parallèle, Miyuki et Touch. Des licences que nous avions découvertes à travers leur adaptation animée en France sous les titres de Salut les filles pour Miyuki, finalement rebaptisé Tomie et Magali, pour sa diffusion sur TF1, et Théo et la batte de la victoire, qui sera diffusé sur la 5. Seulement en 1980, Mitsuru Adachi n'était pas seul sur ce segment du manga shonen qu'est la comédie romantique pour garçons. Dans le même magazine de prépublication, une autre mangaka est en train de marquer son empreinte, la rom-com, bien que ce soit d'une touche bien différente, moins dramatique, plus loufoque. Je parle bien évidemment de Rumiko Takahashi avec son manga Yurusei Yatsura dit Lamu, qu'on a d'abord découvert avec son adaptation animée diffusée dans le Club Dorothée.
Ces deux piliers du manga shonen des années 80 deviennent très vite les références du shonen agrémenté de fanservice. Je vous répète la définition de fanservice. Celui-ci est attribué aux mangas usant d'éléments coquins qui n'ont pas lieu d'être et souvent à ressort humoristique. S'en suivra plusieurs courants piochant des éléments chez l'un et chez l'autre, mais pas uniquement chez eux. On ne peut pas non plus nier l'influence de Go Nagai sur le shonen manga. Et même si Rumiko Takahashi était principalement une lectrice assidue du Weekly Shonen Sunday, elle n'a pas pu passer à côté et peut-être même s'inspirer de Go Nagai. Principalement axé sur l'humour, le premier grand succès du mangaka jouira de scènes provocantes et scandaleuses qui conféreront à Go Nagai et à sa série L'école impudique le titre de fondateur du genre ecchi. Pour rappel, le manga ecchi est attribué au manga à connotation sexuelle proche de l'érotisme, voire du hentai dans certains cas. Bien que l'humour et le fanservice deviendront omniprésents chez de nombreux auteurs de rom-com, avec les œuvres de Rumiko Takahashi, il en ressortira d'abord des scènes d'action, de la légèreté et de la loufoquerie sur fond de romance, alors qu'avec les œuvres de Mitsuru Adachi, il en ressortira certes de la romance et du sport, mais avec un aspect dramatique et psychologique non négligeable. Parmi ses œuvres, destinées à un public féminin, il y a Yatari Ryoko et Slow Step, qui ont également eu droit à une adaptation animée, ainsi qu'une exploitation en France diffusée sur la 5, sous le titre Une vie nouvelle, et uniquement diffusée en AV, c'est-à-dire en cassette vidéo, puis par la suite en DVD pour Slow Step. À l'époque des titres édités par la Shogakukan, dont Touch et Miyuki, il y a aussi d'autres adaptations animées qui m'ont marqué par leur singularité, dont un particulièrement pour sa romance pour garçons. Je pense notamment à la licence Mes tendres années qui sera également diffusée sur le Club Dorothée. En mettant en scène un couple pour le moins atypique, puisque la fille fait 4-5 têtes de plus que le gars, qui malgré ses airs bourrus est un garçon au cœur tendre. Voilà, de ce que j'ai vu, The Kabucha Wine, de son titre original, était aussi un manga édité en 1981 en 18 tomes chez Kodansha. Seul un spin-off et un sequel sont disponibles chez la maison d'édition Black Box. En 1983, la Shueisha s'initiera à la comédie romantique pour garçons et à succès avec un jeune auteur du nom de Masakazu Katsura avec son titre Wingman qui paraîtra dans le Jump et qui reprendra les codes du tokusatsu. À la différence des Sentai, qui sont un groupe façon Bioman et Power Ranger, le tokusatsu met en scène un seul héros costumé façon Xor et Ultraman. Voilà, de la science-fiction, de la romance, de la loufoquerie, du fanservice et de l'action, tous les ingrédients y seront. Il aura aussi une adaptation animée qui sera également diffusée en France dans l'émission du Club Dorothée. Puis en 1984, la Shueisha connaîtra un nouveau succès avec sa licence méga culte qu'est Kimagure Orange Road, plus connue en France sous le titre de Max et compagnie, d'abord diffusée sur la 5 dans l'émission Youpi l'école est finie, puis par la suite sur le Club Dorothée. C'est une rom-com tranche de vie qui n'est pas sans nous rappeler le romantisme d'un Mitsuru Adachi, mais à la place du sport, on y incorpora un zeste de fantastique. On y retrouve un garçon tout ce qui est de plus commun, mais avec un charme certain, qui ne laissera pas indifférent deux filles, meilleures amies, mais que tout oppose aussi bien physiquement que de par leur personnalité. Et Madoka, rebaptisée Sabrina dans sa version animée diffusée en France, est peut-être le premier personnage qui aura su charmer autant les lecteurs que les lectrices en faisant d'elle un personnage culte au Japon. En France, pour les plus vieux d'entre nous, elle fut clairement, comme vous appelez ça maintenant, notre première waifu à tous. Et je mets Saiko en second. La Kodansha lancera en 1988 dans son magazine Afternoon un seinen du nom de Am I Goddess qui sera le fer de lance de cette nouvelle génération de rom-com qui incorpora les codes du shonen dont l'humour, l'action et le fantastique. Car la romance semble trouver son public à tous les âges. C'est l'histoire de Keiichi qui en se trompant de numéro de téléphone tombe sur le bureau des déesses et il fait la connaissance de Belle Andy qui est prête à exaucer un de ses vœux. Et le sien sera d'avoir une déesse auprès de lui pour toujours. Les premiers grands succès du genre sont là, ils établissent les codes de la romance pour garçons qui feront recette chez chacune des maisons d'édition spécialisées dans le shonen. La même année, Shogakukan lancera la prépublication du manga Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi, du fanservice à gogo et un héros dans l'air du temps dont la plupart
des filles tombent sous le charme, ainsi que les hommes, puisque Ranma se voit changer de sexe lorsqu'il est en contact avec l'eau froide. Mais la romance se concentrera sur Akane, qui pour l'occasion sera rebaptisée Adeline lors de la diffusion de son adaptation animée sur TF1. Je crois que Bamboo faisait aussi partie de mes waifus. Il faudra attendre plusieurs années pour qu'en 1990 de nouveaux codes apparaissent et qu'ils influencent pour encore de nombreuses années la catégorie des rom-coms. Et celui qui va révolutionner le genre, c'est Masakazu Katsura, avec son titre Video Girl Eye. Il gardera les ingrédients qui ont déjà fait le succès de Wingman avec de la science-fiction et du fanservice, sauf que cette fois-ci, il prend la direction inverse de Urusei Yatsura. Bien que le personnage de Ai puisse d'abord nous faire penser à une Lamu, personnage fantastique qui se trimballe en petite tenue sans aucune pudeur, par contre, très vite, la romance est prise au sérieux. Il y a de la nuance et une connotation plus dramatique. La différence se joue surtout à travers le personnage masculin principal qui est Yota, un adolescent, mais un vrai, certes encore puceau, mais avec qui il sera question d'amour au sens sérieux et douloureux du terme. On parle d'amour sincère. C'est un personnage présenté comme un garçon au cœur pur et que nous verrons évoluer au fur et à mesure des chapitres, des épreuves et de ses relations amoureuses. La série se démarquera des autres rom-coms car nous n'avons pas affaire à un personnage qui reste égal à lui-même durant tout le récit. Il évoluera au même titre que les personnages féminins et secondaires. L'érotisme prendra le dessus sur le fanservice, mais de manière naturelle en allant dans le sens de ses relations amoureuses. On entre véritablement dans l'ère du manga de romance ecchi et à feuilleton. Baiser, découverte du corps de l'autre, découverte de soi, de l'amour, des peines et des blessures qu'on inflige, tout cela devient des épreuves de vie chez notre adolescent. Il y a clairement un avant et un après Video Girl Eye. Surtout dans la manière de dessiner les courbes des filles et leurs petites culottes. En 1993, des scénènes de romance ecchi dits plus matures flirteront avec le sujet. Pour l'exemple, le manga Kilala de Yui Toshiki, qui en passant est aussi un auteur de manga hentai. Il fait d'ailleurs partie des premiers mangaka à se familiariser avec le travail numérique. Et c'est en 1995 qu'il proposera un shonen, une rom-com fantastique avec bien évidemment du fanservice, du nom de Kaori Paradise. Hélas, on n'aura jamais eu la suite puisqu'un seul tome a été édité sur les 3 disponibles au Japon. Entre-temps, en 1994, DNA Carré de Masakazu Katsura est sorti. C'est toujours de la SF, mais cette fois-ci, il revient dans un genre bon délire, plus léger que Video Girl Eye. C'est l'histoire de Junta qui vomit dès qu'il est en contact avec une jolie fille, et qui est rien de disposé à devenir le super playboy responsable de la superpopulation dans un futur alternatif. Mais super playboy façon Super Saiyan à la Akira Toriyama. Voilà. Masakazu Katsura et lui n'étant pas bons potes pour rien, il l'aura fortement influencé à transformer son manga de romance en manga de baston. D'ailleurs, je peux vous renvoyer à un article assez récent de Valentin Paco sur ce sujet que j'ai trouvé très intéressant concernant les œuvres du mangaka. Mais 1994, c'est aussi l'apparition d'un mangaka qui va grandement influencer le paysage du rom-com et pas forcément dans le bon sens, du moins pour moi, en glorifiant le genre du shonen harem à l'excès. Avec d'abord Ai Non-Stop, on voit clairement qu'avec ce titre, Ken Akamatsu s'inspire du succès de Video Girl Eye, mais hélas sans la dramaturgie de l'œuvre, ni même la richesse d'écriture des personnages, et parlons même pas du dessin. Ça reste divertissant mais assez répétitif. Pour vous donner une référence de boomer, c'est un peu le code Lisa de la rom-com, avec le fantasme qui en découle, ce qui ne l'empêchera pas de trouver le succès en 1999 avec son manga Lovina. En France, il a joui d'un succès phénoménal, même certainement plus important que Video Girl Eye. Oui, j'ai un peu le seum, pour la simple et principale raison qu'il était mieux distribué et mieux diffusé que le dernier. Bien sûr, là-dessus, j'ai pas de doute. Lovina est le manga qui a donné goût à toute une génération au rom-com harem. Que ce soit fille ou garçon d'ailleurs, il est clairement celui qui aura popularisé le genre. En 1997, le manga Esu de Masakazu Katsura inspirera par ses dessins, mais surtout par ses caractères design, une nouvelle génération de mangaka. Le style de Masakazu Katsura sera souvent cloné, mais peu égalé. Un peu comme le sera à l'avenir celui de Takeshi Obata.
Le manga Esu représentera aussi cette tendance de la rom-com un peu mièvre, mettant en scène la niaiserie du personnage principal qui n'arrive pas à déclarer son amour à la personne qu'il aime, enchaînant quiproquo sur quiproquo. Je ne vais pas m'attarder sur Chobits, sorti en 2001, puisque c'est un seinen, mais Clamp s'essaie à la romance pour garçons avec un titre science-fiction qui peut nous rappeler sur certains aspects Video Girl Eye. Toujours en 2001, il y a le manga Nobara. Voilà, une rom-com ecchi entre colocataires, sauf que le personnage féminin Yuki est en fait un garçon et potentiellement son ami d'enfance. De quoi troubler le Masami qui n'en reste pas moins attiré par lui ou elle, je ne sais pas puisque je n'ai pas lu le titre. Des rom-coms apparaîtront à partir de 2002 avec ce style un peu Masakazu Katsura-like. Je pense à des titres comme Pretty Face ou Ichigo 100% pour ne citer que. Le manga Midori Days sortira son épingle du jeu alors que le fanservice est omniprésent dans la rom-com pour garçons. Mais bon, la connotation de femme objet à travers une loli est quand même assez forte lorsqu'on sait que celle-ci a pris la place de sa main droite. Ok, le personnage est un fourio qui aime se bastonner avec comme arme fatale son poing droit. Mais bon, en général, la main droite, on s'en sert aussi pour se détendre le haricot. Vous le comprenez, l'humour et la romance restent omniprésents. 2003, la rom-com harem et fanservice est toujours en vogue avec Akumetsu qui répond présent avec son manga Negima. En cette période, Masakazu Katsura n'est plus dans le game, puisqu'il s'est lancé dans le seinen avec sa série Z-Man. Mitsuru Adachi continue de rester égal à lui-même avec des titres comme Katsu, sorti en 2002, et Cross Game en 2005. Rumiko Takahashi, elle aussi, reste égale à elle-même. D'ailleurs, son manga Inuyasha, commencé depuis 1997, est toujours en cours de parution. Mais les années 2000, c'est aussi l'émergence d'un mangaka qui fera ses armes avec deux rom-coms sportifs qui sont d'ailleurs inédites en France, dont un manga sur le tennis édité en 2000 et un manga sur le basket en 2002. C'est en 2004 que l'apparition de Suzuka de Kujiseo fera son apparition dans le Shukan Shonen Magazine de la Kondasha, qui en passant est le même magazine qui prépublie Ken Akamatsu. Il mettra en scène un récit plus dramatique, une romance avec du sport, mais aussi avec ce qui deviendra sa marque de fabrique, du ecchi. On n'est pas loin d'assister à la fusion des deux meilleurs mangaka de romance pour garçons que sont Katsura et Adachi. Certes, on est loin de la finesse d'un Mitsuru Adachi ou de la richesse d'un Masakazu Katsura, mais cette nouvelle proposition sera un succès, qui en charmera plus d'un et plus d'une ravis de sortir de ces rom-com fanservice qui finissent par lasser à force de tourner en rond. Le public plus âgé savoure ces shonen de romance dits plus matures. En 2008, il proposera une romance avec les codes connus du triangle amoureux et de la fille qui vit sous le même toit que le garçon, avec A Ton Where You Live. En 2004, le manga Beck a popularisé le shonen de musique avec un zeste de romance en toile de fond. Peut-être pas suffisamment pour le classer comme un shonen de romance, bien qu'il ne faut pas sous-estimer l'amour de la musique. Entre-temps, en 2005, l'auteur de Seven Deadly Sins publiera Blizzard's Axel, un manga mettant en scène un personnage de Furio qui se met au patinage artistique. En vrai, je ne sais pas jusqu'où va la romance puisque je n'ai lu que le tome 1. En 2006, l'auteur de Black Cat reprend du service en dessinant le manga To Love Root Trouble, qui connaîtra, à l'instar de Rosario plus Vampire, sorti la même année, un véritable succès dans le Weekly Shonen Jump. On peut véritablement parler d'une nouvelle génération de la rom-com harem et fanservice. Tout semble nous proposer une comédie romantique stéréotypée et redondante, mais l'action dans Rosario plus Vampire viendra donner une nouvelle dimension à l'œuvre et ses personnages. J'ai toujours vu To Love Root Trouble comme un pastiche de Video Girl Eye, tout en misant sur l'humour et le ecchi à gogo. En tout cas, la série marquera une génération de lecteurs au même titre que Lovina. Après, si j'ai bien compris, c'est surtout la seconde saison du manga To Love Root Darkness qui semble être la partie la plus controversée, genre le délire harem ecchi serait poussé à son paroxysme. Il faudra attendre 2009 pour que Bakuman révolutionne le shonen manga avec ses apprentis mangaka. Après, ce ne sera pas grâce à sa romance à l'eau de rose un peu cucul à praline, néanmoins on apprécie le style de Takeshi Obata au dessin.
La même année, c'est le manga Good Ending de Kei Sasuga qui semble trouver son public, peut-être même celui de Kujiseo, sauf que cette fois-ci, la proposition vient d'une mangaka, ce qui donne un ton un peu différent. En comparaison à la rom-com harem, c'est déjà plus dramatique, ça peut être aussi très cru, mais les personnages semblent avoir assez de jugeote pour ressembler à de vrais adolescents qui se cherchent. Et comme Kujiseo, la cible semble être un public plus mature qui apprécie aussi la romance ecchi. Après, la comparaison entre Kei Sasuga et Kujiseo s'arrête là. C'est vraiment deux propositions assez différentes dans le traitement de leur série. 2009 marque aussi le retour de Rosario plus Vampire pour une saison 2 et 2010 celui de To Love Ru The Darkness. Clairement, à cette période, la Kodansha vise les titres plus matures, ecchi, alors que la Shueisha continue le harem mi-fanservice, mi-ecchi plus loli. 2010, c'est aussi l'apparition d'un manga que je trouve unique en son genre, édité chez Square Enix sous le titre de Ice Cold Girl, qui sera mettre en avant un triangle amoureux autour du rétro gaming, avec un style de dessin horrifique plus que atypique de Rensuke Oshikiri, mais qui fait aussi tout le charme de l'œuvre. Il aura fallu attendre 2019 pour découvrir le manga en France, et il y a aussi une adaptation animée diffusée en France sur Netflix. En 2011 sortira dans le Jump le manga Nisekoi, on sera un peu du fanservice et tout pour un triangle amoureux plus safe. Ce manga nous offre une narration toujours plus rythmée, plus fun, où les gags et les quiproquos s'enchaînent. 2011, c'est aussi la parution du manga Horimiya qui nous propose une romance entre un garçon et une fille qui changent d'apparence lorsqu'ils ne sont plus en uniforme scolaire et où chacun va découvrir l'autre au-delà de ses apparences parfois trompeuses. En 2012, c'est au tour du manga Sons of Life. C'est dingue de se dire qu'il aura fallu attendre 2023 pour que ce titre sorte chez nous. Mais ce manga est avant tout un manga sur la musique et plus particulièrement sur l'instrument de musique qu'est le koto, avant d'être une romance. Une autrice de shoujo qui fait du shonen. C'est aussi ça qu'on aime et qui se distingue des autres titres du genre. En 2014 sortira chez Kodansha le manga Swimming Ace. Il sera édité en France par Pika, une série courte qui intègre la romance et la natation. Comment ne pas penser au manga Rough de Mitsuru Adachi, d'autant plus que les points communs ne s'arrêtent pas là. Le profil du personnage principal masculin et de celle qui semble aimer ont tout du style Adachi, où il se mêle ambiguïté, non-dit, expression des sentiments par le sport et un joli carré d'amoureux, ainsi qu'une mélancolie saupoudrée de nostalgie qui accompagne notre héros qui doit à présent affronter aussi bien ses sentiments que ses objectifs sportifs. De plus, les dessins sont beaux et modernes. Après, on est encore loin des travaux du maître sur son manga Rough, que je trouve bien plus complet. En 2014, la Kodansha continue de produire ses mangakas spécialistes de la rom-com mature et ecchi avec les titres Fuka de Kujiseo, qui se déroule dans le même univers que celui de Suzuka, et Love Dilemma de Kei Sasuga, où contre toute attente, le héros couche avec une fille dès le premier tome. Chose amusante, en 2015, la Kodansha proposera avec Kaguya-sama un seinen basé sur l'humour et la romance avec ce duel psychologique entre les deux protagonistes, alors que ces titres ecchi bien matures sont édités en mode shonen. En 2017, une nouvelle tendance apparaît avec la Teach Romance Harem, Don't We Never Learn pour la Shueisha et The Quintessential Quintuplex pour la Kodansha. 2017, c'est aussi Rent a Girlfriend qui se traduit par une petite copine à louer, une rom-com ecchi, somme toute assez classique et redondante, mais qui offre de jolis dessins pour le peu que j'en ai lu. 2017, c'est aussi la découverte du manga Blue Flag qui apportera un vent de fraîcheur au shonen de romance, tant dans le dessin que dans le traitement de ses personnages principaux que secondaires. Je ne sais plus où j'ai lu ça, sûrement sur Twitter, et qui comparaissait la lecture du manga Blue Flag au syndrome de Dawson où ces ados parlent entre eux comme des philosophes. J'ai bien aimé le parallèle que je trouve au final assez juste. N'empêche que la série était sacrément rafraîchissante en comparaison de ce que proposait la concurrence lors de sa sortie française en 2019.
Le manga ecchi confirme qu'il est un genre à part entière, au même titre que les rom-coms. L'un n'est plus dépendant de l'autre, même s'ils restent étroitement liés. Ces derniers temps, il est souvent mis en scène dans des univers de SF, des licences bien plus tournées vers l'action, mais en mode harem avec beaucoup de fanservice, que dis-je, du ecchi à gogo. Je pense au manga Super Heroes, paru en 2017, qui se veut être un hommage ou une parodie du Sentai. Sa principale qualité reste bien son dessin. En 2018, il y a Darling Fran XXX, dessiné par Kentaro Yabuki, le mangaka de To Love Ru. Alors, il y a aussi 008 Apprenti Espion de Shun Matsuueda, l'auteur de Kenichi, le disciple ultime. Avec ces titres, vous l'avez compris, vous avez toujours de l'action avec du ecchi, en veux-tu, en voilà. Dans la même veine, on peut aussi compter le manga Demon Slave, paru en 2019, mais est-ce une romance ? Toujours en 2018, il y a le retour de Kujiseo avec son manga Hitman, les coulisses du manga. C'est tout l'inverse du Bakuman. Certes, parce qu'on s'intéresse d'abord au monde de l'édition avant les apprentis mangaka, mais aussi parce que voilà les scènes de ecchi que la série nous gratine sous des faux airs de fanservice. Alors, vous pouvez le constater par vous-même, les rom-coms ecchi pullulent. Ils offrent des dessins assez somptueux et de quoi satisfaire les fans du genre. Mais peut-on vraiment les considérer comme des romances ? Pour ma part, je ne crois pas. D'ailleurs, 2022 marquera le retour de Kentaro Yabuki en tant qu'auteur et non plus uniquement dessinateur avec sa dernière série Akayashi Triangle. Tout comme nous retrouverons le mangaka de Rosario plus Vampire, Ikeda Akihisa, avec Ghost Girl. Alors je vous avoue que je ne sais plus si on doit toujours considérer ces titres comme des rom-coms ou juste des mangas saupoudrés d'action et de ecchi. En 2020, la Kodansha édite A Couple of Cocos. Alors, une rom-com qui emprunte toutes les tendances, une fille riche, un garçon modeste, un meilleur de la classe qui aime une meilleure de la classe, des bébés qui ont été échangés dans le berceau, qui fait que le destin se joue d'eux jusqu'à les faire vivre ensemble. Et la mayonnaise prend. Et nul doute que la sortie du titre Blue Box en 2021 ressemble véritablement à une bouffée d'air frais dans ce que proposait dernièrement la Shueisha en matière de rom-com. Ils reviennent aux sources d'une vraie romance pour garçons et avec du sport en toile de fond qui, je le devine, sera un élément crucial dans la narration. Sans parler de ce gros plus que cela peut apporter au rythme du récit. Alors, ayant lu que le premier tome du manga Blue Box, concrètement, je ne peux pas encore parler de la place qu'occupe réellement le sport dans cette série. Mais je devine qu'il aura un rôle à jouer, à l'instar des mangas de Mitsuru Adachi. Voilà. Contrairement à ces derniers, les personnages de Blue Box me paraissent bien plus expressifs, ils laissent moins de place à l'interprétation et au silence qui en disent long. Le héros représente très bien le mec lambda qui va bosser dur pour accomplir ses objectifs, mais sa personnalité est trop éloignée des héros d'Adachi. Niveau humour, on est loin du charme désuet des œuvres de Mitsuru Adachi, de ses quiproquos, de son comique de répétition, de ses running gags et autres calembours. Le drame ne semble pas être l'essence du manga Blue Box, nous ne sommes pas non plus dans le fanservice, aussi mignon soit-il. Et encore moins dans du harem à la Ken Akumatsu. Et ça fait du bien. On reste sur du classique, un potentiel triangle amoureux, voire un carré, la base des meilleurs mangas de romance. Puis le dessin de Blue Box sert parfaitement le récit, il est précis et dynamique. La mangaka Kuji Miura porte une attention particulière des événements, que ce soit lors de la pratique de leur sport, mais aussi au moment où les personnages se rapprochent inéluctablement. Pour conclure, lorsqu'on se réfère à la rétrospective des mangas shonen de romance, il y a quand même quelque chose d'assez singulier dans Blue Box. Pas de fanservice, pas de ecchi, une romance dont c'est le thème principal et les activités sportives comme toile de fond. Même si, pour sûr, cela prendra une place plus importante dans le récit à l'avenir. Mais ce qui frappe, c'est qu'en matière de shonen, il y a en fin de compte très peu de romances sportives. Ce qui rend ce titre en vérité, en fin de compte, plutôt original, du moins assez singulier. Oui, ce thème fait tout de suite penser à du Adachi. Mais réduire Mitsuru Adachi à ça, c'est aussi se tromper lourdement. Tout comme réduire Masakazu Katsura à du ecchi ou du fanservice. Pire,
réduire chacun d'eux à des histoires de petites culottes, même s'il faut reconnaître que celles de Katsura sont magnifiques et qu'elles en ont inspiré plus d'un. Blue Box a une structure du manga de romance sportive qui peut plaire autant aux filles qu'aux garçons par sa mise en scène et sa narration. D'ailleurs, entre nous, il y a bien plus de shoujo de romance sportive ou même musicale qui ont été publiés en France que de shonen. Puis à l'origine, n'est-il pas conçu, je parle de Blue Box, pour être un shonen manga cherchant à cibler un public féminin pour le Weekly Shonen Jump, sans véritable fanservice, sans ecchi abusif et à contre-courant de la production de shonen actuelle. Dans tous les cas, je vous laisse apprécier Blue Box à sa juste valeur. C'est vraiment un très bon shonen qui, avec ses codes, arrive à apporter son vent de fraîcheur. Au final, si les thèmes sont déjà bien connus dans les shoujo manga, il ne l'est pas tant que ça dans le shonen paru en France. En y réfléchissant, je peux comprendre qu'on n'aille pas citer Swimming Ace comme référence, pas assez connu, ni même les mangas de Kujiseo, peut-être un peu trop ecchi, et qu'à défaut de repères dans le shonen, certaines personnes font un raccourci avec les mangas de Mitsuru Adachi. Bien qu'en réalité, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça assez réducteur, juste parce qu'il s'agit de romance et de sport dans le shonen. Parce qu'on pourrait très bien les comparer à des œuvres shoujo en vrai, déjà publiées en France, avec des titres comme Asorora Yell ou Shiaya Fulu. Pourtant, il y a plein d'œuvres comme À mon ciel après les cours, Shaky Love, Feeling Good After School, Waiting for Spring, qui sont d'ailleurs tous disponibles en version numérique pour les plus curieux. Sinon, il y en a d'autres que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais il y a aussi Crimson Hero ou My Lovely Hockey Club, ou le manga Effleurer le ciel, même si ce n'est qu'un one-shot. Puis, rétrospectivement parlant, il y a des références du genre. On n'oublie pas qu'il y a Attack No. 1, qui a été publié en 1968 par la Shueisha et qui est aussi connu chez nous par son animé diffusé sous le nom de Les Attaquantes. On n'oublie pas qu'il y a eu Es no Nerae, qui a été publié la première fois en 1972 par la Shueisha, mais aussi diffusé en France sous le nom Jeux 7 et Match. On n'oublie pas qu'il y a eu Attacker You, qui a été publié en 1984 par la Kodansha et diffusé en France sous le nom de Jeanne et Serge. Mais parce qu'il a été publié dans un magazine de prépublication shonen, on va le cantonner à cette cible éditoriale et le présenter comme le digne successeur des œuvres de Mitsuru Adachi. Après réflexion, bien évidemment que j'en fais trop. Et tant mieux si la personne qui aime Blue Box se dirige par la suite sur les œuvres de Mitsuru Adachi. Elle ne sera pas déçue. Et Kasu, dont le tome 1 vient de sortir chez Nobinobi, est une excellente porte d'entrée dans son univers. Après, si vous n'êtes pas contre la lecture numérique, je vous conseillerais aussi de vous jeter sur son manga Rough. Bien évidemment que tout cela n'est que de la promo, mais puisqu'on se sert de Adachi Sensei pour promouvoir Blue Box, permettez-moi de me servir de Blue Box pour promouvoir les œuvres de Mitsuru Adachi. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous assure qu'elle a été longue à écrire. Le plus important, c'est que j'ai pris mon pied à la faire. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, ciao.